Lucille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas ultra fun, pas super cool, puisqu'on va parler du deuil. C'est quelque chose que je vis encore actuellement et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que quand on cherche sur internet, surtout quand on cherche sur YouTube, on trouve pas forcément de vidéos qui parlent de sujets précis, ou ça va être quelque chose de très vague, de pas très personnel. Je sais qu'il commence à y avoir quelques youtubeurs qui en parlent et je trouve ça bien, parce que pour moi le deuil c'est quelque chose qu'on va tous vivre au moins une fois dans notre vie. C'est triste à dire, mais je pense qu'on a déjà tous soit perdu un proche, soit on va en perdre un, parce que on a des arrière-grands-parents qui sont très âgés, des grands-parents qui sont âgés, des parents qui sont pas toujours en bonne santé, ou voilà, il y a des accidents aussi dans la vie qui font que des personnes partent plutôt que d'autres, des maladies, et au final il n'y a pas vraiment d'âge pour mourir. On aimerait, il y a un âge idéal évidemment, on aimerait tous mourir en s'endormant paisiblement à 90 ans en étant heureux et entouré de gens qu'on aime, mais malheureusement dans la vraie vie ça se passe pas toujours comme ça. Et moi j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que j'ai perdu ma mère cette année. Je l'ai perdue en juin, le jour de la fête de la musique, et jusqu'à maintenant j'arrivais pas à en parler. J'ai pu en parler juste une fois pour vous faire l'annonce et pour vous dire que forcément j'allais être un petit peu moins active et un petit peu moins joyeuse sur mes vidéos, mais je pouvais pas vraiment vous en parler comme aujourd'hui je vous en parlais, de manière un petit peu plus détachée, et parce que je le vis. Et j'ai envie de partager avec des gens qui vivent ça aussi et qui pourront me comprendre et qui pourront peut-être aller mieux grâce à cette vidéo, ou se dire qu'ils sont tout simplement pas seuls et que c'est pas parce qu'on vit un deuil qu'on peut pas continuer de vivre à côté, continuer de faire des projets et de faire d'autres choses. Enfin, ce que je veux dire c'est que la vie ne s'arrête pas là. Chouchou. Chouchou! Interdiction de faire des miaoutis pendant ma vidéo. Look at me! Look at me, chouchou! Il est pas d'accord. Possiblement il va regretter à la fenêtre dans approximativement 1 minute. Je me suis fait un petit texte pour me guider. J'écris très très mal comme vous pouvez le voir. Pour pas me répéter et pour éviter de tourner autour de la même chose plusieurs fois, je me suis fait des étapes pour vraiment essayer de tout débriefer ensemble et de parler de ça de manière ouverte, parce que je trouve que le deuil et la mort, c'est des choses qui sont terriblement tabous et qu'on n'en parle pas assez. Et justement parce qu'on n'en parle pas, des fois on reste coincé dans le deuil et on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive plus à vivre, parce qu'on a l'impression d'être tout seul, de vivre ça de manière tout seul. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille ou des amis soudés pour en parler. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer, ou n'a pas forcément envie d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc on va parler en premier des étapes du deuil. Et moi je vais vous dire mon ressenti et ce que j'ai ressenti au fur et à mesure de ces étapes, sachant que les étapes sont pas encore terminées, puisque mon deuil n'est pas encore terminé, c'est encore trop récent. Et surtout les questions que vous pouvez peut-être vous poser sur le deuil, sur la mort et sur comment réagir face à tout ça en fait. La première chose, c'est la personne, c'est-à-dire vous. Vous, comment vous sentez avec la mort? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que pour vous il y a une vie après la mort? Est-ce que pour vous c'est une délivrance? Ou au contraire c'est quelque chose qui est horrible? Déjà ça c'est votre rapport avec la mort. En fonction du rapport que vous avez avec la mort, quand quelqu'un de votre entourage va mourir, vous allez plus ou moins réagir, plus ou moins violemment, et ça va être plus ou moins douloureux. Mais ça c'est un ressenti qu'il y a vraiment à chacun. Ensuite, évidemment il y a différentes morts. Est-ce que la mort a été brutale? Est-ce qu'elle a été violente? Est-ce qu'elle a été douce? Est-ce qu'elle était préparée ou est-ce qu'elle n'était pas du tout préparée? Ça aussi, ça va énormément jouer sur le deuil et sur ce que vous allez ressentir. Moi par exemple, ma mère, j'étais absolument pas préparée à la perdre. Ça a été un choc, ça a été ultra violent. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, la veille je l'avais au téléphone, le lendemain elle n'était plus là. Donc ça c'était très très dur pour ma tête, pour mon cerveau. Désolée si je pleure, hein, c'est possible pendant la vidéo. Ou que j'ai la voix qui tremble un petit peu. Ça a été une des premières choses qui a été vraiment difficile. Parce que forcément, j'avais déjà perdu d'autres personnes dans ma famille, j'avais déjà perdu mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père, ça a été assez violent, mais j'étais moins proche de lui parce qu'on se voyait beaucoup moins et j'étais beaucoup plus jeune. Donc mon rapport à la mort était différent. Au moment de son décès, j'avais 6 ans. Et la manière dont je l'ai appris, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, j'ai été voir du coup moi à ce moment-là un psychologue et une orthophoniste. Ensuite, à 16 ans, j'ai perdu ma grand-mère, mais c'était plus ou moins préparé puisque ma grand-mère avait plusieurs maladies. Là elle avait un problème au rein et elle voulait pas repartir en dialyse. C'est son rein qui fonctionnait mal et il fallait qu'elle reparte en greffe et elle voulait pas. Donc c'est elle quelque part qui a choisi de se laisser partir, et donc
C'est pas que c'était moins dur parce que j'étais très proche de ma grand-mère, mais c'était plus acceptable déjà parce qu'elle était plus âgée et parce qu'elle souffrait. Et moi, de ce fait-là, dans ma tête, je me disais, comme elle souffre et qu'elle veut plus souffrir, bah quelque part c'est une délivrance pour elle de plus souffrir et donc je peux accepter son choix. J'accepte qu'elle parte. Alors que quand c'est pas un choix, c'est beaucoup plus difficile et quand plus la personne est jeune, et évidemment plus c'est dur. Là elle avait 67 ans donc elle était encore plus... Je vais y arriver à parler. Donc elle était encore pour moi jeune, mais elle était déjà plus âgée, c'était ma grand-mère, voilà, les rapports étaient différents. Et le fait de la souffrance, ça a été quelque chose qui m'a énormément aidée à accepter sa mort et à accepter qu'elle parte. De me dire, elle ne souffre plus. Voilà, ça c'est les premières choses. Donc voilà, circonstances, violence ou non, etc. Les étapes. J'ai bien suivi mon papier. Ensuite, donc vous avez différentes étapes, c'est-à-dire le jour J, et généralement 2 ou 3 jours après, enfin les premiers jours, il n'y a pas de temps limite. Vous êtes en état de choc. C'est-à-dire vous venez d'apprendre la mort de la personne, même si vous vous y attendiez, ou si vous vous y attendez pas, vous êtes choqué. Vous comprenez pas, vous vous posez un tas de questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu la sauver? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle est partie en souffrant ou pas en souffrant? Voilà, c'est une sorte de montagne de questions qui va vous tomber dessus et vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant parce que de toute façon, peu importe là tout de suite maintenant ce que vous allez faire, qui vous allez appeler, comment vous allez réagir et les actions que vous allez faire, la personne ne reviendra pas. Elle est partie. Et ça, je vais y arriver, c'est un sentiment d'impuissance qui est horrible. C'est une douleur vraiment très forte. Parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, la personne ne revient pas. Donc ça c'est la première étape, l'étape de choc. Moi par exemple, ma réaction ça a été de dire la phrase « Est-ce que c'est une blague ?» Quand on m'a téléphoné, je me suis dit « C'est une blague, c'est pas possible, ça n'a pas pu se produire. » Et si. Voilà, donc ça c'est la première étape, je vais y arriver. Je savais que ce serait dur de toute façon. Ensuite, vous êtes dans le déni, c'est-à-dire vous n'acceptez pas la mort. Avant de voir, surtout moi, avant de la voir, pendant tout le trajet et le lendemain, parce que j'ai pas pu la voir avant le lendemain, elle était pas encore prête, et puis j'ai eu des problèmes de train, enfin ça a été une journée atroce de A à Z. J'ai raté le train normalement que j'aurais dû avoir pour pouvoir aller la voir à l'hôpital, et à l'hôpital où elle était déjà décédée, hein, mais au moins de pouvoir la voir. Et du coup ils m'ont dit que c'était mieux qu'ils la préparent, qu'ils la fassent jolie, et que je la vois le lendemain sur son lit de mort. C'est horrible à dire. C'est horrible à dire parce que je le sais, mais je revois les images forcément quand je vous en parle. Ok, ça, c'est la seconde étape. Donc le déni, moi je pense qu'il a duré voilà 1 jour et demi le déni. J'ai vraiment eu l'état de choc le premier jour, le deuxième jour j'étais dans le déni. Et à partir du moment où je l'ai vue, j'ai compris que oui c'était elle, et qu'on s'était pas trompé, et qu'elle reviendrait pas. Et ça c'était encore hyper dur. Enfin je pense que là il y avait une espèce de mélange entre le choc et le déni. En mode ça peut pas être elle, et quand je la regardais je me disais bah si c'est elle, mais en même temps je la reconnaissais pas parce que forcément elle était morte et j'avais jamais vu ma mère morte. Et donc évidemment le fait de la voir avec le visage fermé, les yeux fermés, une espèce de... elle qui souriait tout le temps, qui était toujours très gaie, bah là forcément elle était froide et elle était très renfermée sur elle-même, très froide au niveau du regard, enfin pas au niveau du regard, elle avait les yeux fermés bien évidemment. Mais au niveau de son visage, etc., c'est comme si c'était une autre personne. Je me disais à ce moment-là, ok, ma mère est partie. Elle est partie et là c'est son corps que je vois, mais c'est pas elle, c'est pas son âme, c'est pas celle qui m'a élevée, celle que j'ai l'habitude de voir et celle à qui je parle quoi. C'est comme si ça s'était séparé en 2 personnes. Donc voilà. Et ensuite j'ai eu besoin de la revoir parce que c'est vrai que ça a duré plusieurs jours, on appelle ça la veillée. Ça se fait pas partout, mais en tout cas en Bretagne ça se fait énormément. C'est-à-dire qu'on a la personne qui est mise dans une pièce avec des fleurs, des bougies, de la musique, etc. Et les amis, la famille, même des voisins ou des gens du village peuvent venir lui rendre visite, peuvent venir lui dire au revoir. Et c'est vrai que c'est un moment très dur parce que forcément, à chaque fois qu'on essaye d'être dans l'acceptation et on se dit ok, quand je vais la revoir ça va aller, et ben il y a de nouvelles personnes qui arrivent qui ne l'ont pas encore vue, qui forcément craquent, pleurent ou sont mal. Et nous ça nous remet dedans quoi, parce que la famille doit normalement toujours être présente. Donc voilà, c'est 3 jours qui sont très intensifs, très difficiles, où clairement j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à rien. J'arrivais plus à manger, c'était voilà. Je me disais juste, est-ce que je suis dans un cauchemar et je vais me réveiller? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? J'étais vraiment entre 2 mondes là, je crois que je me suis déconnectée. Pendant 3 jours, je me suis déconnectée et
Je répondais juste comme un robot, oui, non. Est-ce qu'il faut mettre des fleurs? Oui. Qu'est-ce qu'elle aimait? Ça. Est-ce qu'on lui met de la musique? Oui. Est-ce que... Voilà, c'est un tas de questions encore qui vous retombent dessus, vous devez tout décider parce qu'il faut savoir que je suis fille unique. Donc du coup, il y avait mes oncles qui étaient là, ma mamie, donc sa mère, qui était là, et voilà, il fallait tout qu'on gère, et en tant que sa fille, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses et pas mal de décisions à prendre, et j'étais pas prête. J'étais clairement pas prête à faire ça. Pour moi, j'allais faire ça à 60 ans. À 60 ans, et forcément, je sais pas si j'aurais été plus prête, mais j'aurais été plus adulte, et j'aurais peut-être mieux compris les choses. Ensuite, il y a la colère. Je l'ai eu la colère, mais en rentrant. C'est-à-dire, j'ai eu toute cette semaine où j'étais avec la famille, où on était tous soudés, où on s'est parlé, où voilà, on a essayé de soutenir au maximum et de trier les choses, parce que faut pas vous dire, un décès, c'est vraiment, on a du temps avec la personne et ça y est, on a le temps de faire notre deuil au moins pendant ces 3 jours-là, et au moins d'être en recueillement, non. Parce que à ce moment-là, et moi j'ai de la chance de pas travailler, enfin du moins de travailler sur YouTube, et donc de pouvoir m'arranger comme je veux pour avoir du temps, parce que la plupart des gens qui étaient là avaient posé 1 jour, avaient posé 2 jours, et on était là en mode ok, donc maintenant il y a les papiers à faire, il faut qu'on voit le notaire, il faut qu'on voit les frais de succession, il faut qu'on voit qui garde quoi, comment ça se passe, parce que forcément mon beau-père vivait dans la maison avec ma mère, donc il y avait une part qui me revenait, la part de ma mère, mais j'allais pas expulser mon beau-père de la maison évidemment. Donc il fallait qu'on se mette d'accord sur comment ça se gérait pour la maison, pour sa voiture, les frais d'obsèques, les papiers envoyés, les documents. Il fallait voir son médecin, il fallait qu'il nous fasse du document disant qu'elle était bien décédée pour envoyer aux assurances, il fallait couper la ligne téléphonique, il fallait s'occuper du Facebook. Enfin, il y a une espèce de tonne de choses en plus du fait que vous souffrez, et en plus du fait que vous avez déjà du mal à vous dire que la personne est partie, qu'il faut faire. Appeler tous les proches. Ça j'en ai fait une bonne partie, ma mamie heureusement en a fait une bonne partie aussi, mais voilà, il faut que vous preniez votre téléphone, que vous preniez tous les contacts un par un de la personne, et que vous vous disiez ok, je vais l'appeler et je vais lui annoncer qu'elle est partie. Je vais l'appeler et je vais lui annoncer qu'elle est partie, et forcément je vais avoir des questions et forcément je vais devoir y répondre, et ça c'est atroce aussi, parce que déjà c'est dur toi-même d'arriver à comprendre et à avancer sur ça, et à se dire ok, ça s'est passé, et il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et ça c'était interminable. Interminable. Ça fait partie des choses interminables. Après il fallait évidemment dans les 3 jours là aussi que j'écrive un texte, parce qu'il était hors de question que ma mère parte et que je lui écrive pas. Donc je lui ai écrit et j'ai réussi à parler pour elle et pour mon beau-père. J'ai parlé pour nous deux. J'ai parlé aussi pour mes grands-parents. Et c'est vrai que ça aussi c'était une forte étape. Je crois qu'après ça, c'est pas que j'étais un super héros, mais presque. J'avais l'impression que j'avais réussi à parler devant toute ma famille sur toute la vie de ma mère et sur tout ce que je ressentais. Et je me suis dit waouh, mais le reste à côté c'est quoi? C'est rien. En fait quand tu perds quelqu'un comme ça d'aussi proche, et surtout que ma mère et moi on était fusionnels, on s'envoyait des messages tous les jours, on s'appelait tous les 2 jours. Je me dis quand on perd comme ça quelqu'un, enfin je vais pas dire que c'est une moitié, mais presque, enfin une partie de moi-même. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Bah tout le reste à côté ça paraît fade. J'ai passé le mois d'après, les 2 mois d'après à me dire oh t'as raté ton train, c'est pas grave, je prendrai le prochain. Oh au resto ce plat-là il est plus disponible, c'est pas grave, je peux mourir de faim, je vais prendre ce qu'il y a à côté. Et tout comme ça, tout tu te dis c'est pas grave, les gens ils sont là, oh tu te rends compte, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a tellement plus grave dans la vie que ça c'est pas grave, juste c'est pas grave. Donc voilà, la colère, pourquoi, comment, le sentiment d'être coupable. Moi je me suis sentie coupable de pas être allée la voir avant, de pas avoir tout lâché pour y aller, enfin de pas avoir été là pour la fête des mères. C'est plein de petites choses comme ça où tu culpabilises, où tu te dis comment ça a pu se produire, comment j'ai pas vu les choses arriver, comment j'aurais pas pu l'aider d'une X ou X manière, est-ce que j'aurais pu passer plus de temps avec elle avant que ça arrive, est-ce que... Voilà, c'est un tas de questions encore, une espèce de colère de se dire mais pourquoi t'es partie, pourquoi tu m'as laissé, c'était pas le moment, enfin... À gronder, à parler fort, à s'énerver. Moi je me suis énervée plusieurs fois dans mon appartement à me dire mais c'est pas juste, ça m'énerve, ça me saoule, ma vie est nulle, enfin voilà. Un tas de trucs, un tas de pensées qui te viennent. Et après t'as le sentiment de la peur aussi qui vient se mêler à ça. C'est encore une autre étape, mais je pense qu'il y a plusieurs étapes qui se mélangent un petit peu parfois. La peur de se dire qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais vivre sans elle,
comment je vais affronter les problèmes de la vie, à qui je vais me confier, à qui j'appelle en fait. Qui j'appelle quand il m'arrive quelque chose. C'est bête hein, mais le jour où je me suis fait voler ma trottinette, je me suis pas dit je vais appeler la police, je me suis dit je vais appeler ma mère. Le jour où je tombe malade, je me dis bah j'appelle ma mère, elle va me donner des conseils. Le jour où je rencontre un petit copain, bah j'appelle ma mère. Le jour où je me cogne en sortant de la douche, j'appelle ma mère. Enfin, pour tout en fait, pour tout je l'appelais, on se disait tout. Je crois que en y réfléchissant, elle a aucun, enfin, j'ai aucun secret pour elle. Même les choses les plus difficiles à dire ou les choses vraiment un peu pas sombres, mais les bails sombres. Mais voilà, les choses qui pour moi étaient difficiles d'en parler à d'autres personnes, ma mère était au courant quoi. C'était quelque chose de très très fort qu'elle a entre nous. Et c'est d'autant plus dur. Après il y a la tristesse. C'est actuellement ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire les souvenirs, les insomnies, les pleurs, ça va aller, tout va bien aller. Enfin j'arrive à, entre guillemets, à gérer ma vie, à continuer d'avancer, à faire des courses, à faire ménage, à sortir mes chats, voilà, à m'occuper, à continuer à faire des vidéos sur YouTube, etc. Toute cette partie-là, ça va aller. Mais à partir du moment où on va me reparler de ma mère, où moi je vais devoir en reparler, où je tombe sur une vieille photo, où je vais voir, je sais pas, une mère et sa fille être super proches, je retombe dedans. Je retombe dedans et je suis dans cet état. Et je sais que ça va aller, cet après-midi ça va aller, et j'arriverai à reparler normalement, à jouer aux jeux vidéo, etc. Ça ira, mais voilà, dès que ça va toucher un petit peu trop son histoire, ou un petit peu trop ce que j'ai pu vivre avec elle, la tristesse, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais de toute façon j'ai toujours été un petit peu fragile à ce niveau-là, c'est-à-dire que je suis, comment dire, je suis émotionnellement fragile. Dans le sens où quand on me fait quelque chose, ou quand il se passe quelque chose, voilà, je réagis. Je peux être très très heureuse, comme très très triste, comme très très enjouée, comme très très folle. Et là voilà, là c'est très très triste. Pas pour tout heureusement, j'arrive encore à rire, merci. Mais voilà, ça c'est dur. Et puis après, j'y suis pas encore, mais la dernière étape c'est l'acceptation. Donc on a l'acceptation, le pardon, le renouveau, la paix, voilà, c'est toute cette partie remontante en fait qui va se suivre. Donc l'acceptation je l'ai pas encore, j'ai toujours pas accepté qu'elle soit partie. Le pardon, un petit peu, pas encore tout à fait. Le renouveau et la paix. Alors le renouveau, c'est quelque chose qui va venir doucement je pense, c'est pour ça que je fais des projets, enfin j'en parle après, pour essayer de vous donner un petit peu des tips pour passer au-delà de tout ça, passer au-delà de cette tristesse. Et puis la paix, bah voilà, la paix, j'espère que je l'aurai dans pas trop longtemps. Hein. Ensuite je vous parle des phrases insupportables. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont vraiment horribles et qui m'ont vraiment touchée, je vais dire, les 2 premiers mois. Là ça va mieux, j'arrive à répondre à ces questions parce que je le lis plus à ma mère directement, je le lis à moi-même. Mais avant je le liais directement à elle et c'est des phrases vraiment... je sais que ça dépend des personnes évidemment et qu'il y en a qui vont totalement l'accepter pendant une période de deuil et il y en a qui vont attendre ces questions. Moi je n'ai pas pu les supporter, c'est-à-dire que ça m'irrissait le poil, j'avais envie juste de fracasser la personne. Donc désolée si des personnes se reconnaissent et m'ont dit ces phrases. Mais voilà, c'était « ça va mieux, tu te sens mieux, ça va là, ça va aller ?» Alors, je viens d'apprendre il y a 24 heures que ma mère est décédée. Comment ça peut aller mieux? Genre, je suis au fond du gouffre. Comment je peux aller mieux? Mais une semaine après, un mois après, c'était pareil. On me dit un mois après, ça va mieux? Bah non, il y a un mois j'ai perdu ma mère, ça va pas mieux en fait. Aujourd'hui, je peux dire ça va un petit peu mieux. Parce que ça va un petit peu mieux. Mais ça va pas mieux, ça peut pas aller mieux quand t'as perdu une personne aussi proche de toi. Tu survis en fait. Après un décès comme ça, tu survis, tu vis pas. Tu survis. C'est juste une fois que t'as passé toutes ces étapes et qu'il s'est passé vraiment de temps, les gens quand ils ont pas vécu de décès ou quand ils sont pas proches, je sais pas, c'est peut-être des gens antipathiques ou des gens qui pour eux la mort c'est rien, ou la mort ça fait partie de la vie, etc. Pour eux, bah au bout de 15 jours c'est bon, ça va mieux, c'est fini, c'est passé quoi. Mais non, une période de deuil ça a pas de fin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pleurer la personne qu'ils ont perdue toute leur vie, il y a des personnes qui vont pleurer pendant 6 mois, des personnes pendant 1 an, et après ça ira mieux, il n'y a pas de date limite. On aimerait se dire, allez, en 6 mois c'est terminé, on n'en parle plus, on pense à autre chose. Les gens me disent, oh tu pourrais peut-être, pour que tu ailles mieux, faudrait que t'enlèves les photos. Que j'enlève les photos de ma mère, dans ma maison. Bah non, ça va pas l'effacer. Genre c'est juste se cacher la vérité, se cacher que j'ai vécu des super moments avec elle, enfin, c'est pas possible. Donc non, je vais pas supprimer les photos de ma mère. Ça va mieux, non. Le t'inquiète pas,
Bah si, je m'inquiète pour tout en fait. Je m'inquiète pour ma vie, je m'inquiète pour ce qui va se passer après. Les gens disent que c'est vrai que le deuil c'est quelque chose d'un petit peu égoïste parce qu'au final, tu pleures pour toi. Tu pleures parce que toi tu te sens seule, toi tu te sens mal, toi la personne te manque. Mais peut-être, enfin, c'est ce que j'ai lu, hein. Après j'ai lu pas mal de choses du coup sur tout ça. Apparemment c'est un sentiment égocentrique le deuil, donc voilà. Le fait de parler de la cérémonie, en fait c'est quelque chose aussi qui passait pas du tout, de me dire que mon texte était bien, que la cérémonie était belle, que c'était bien la cérémonie. J'étais en mode mais non, c'était pas bien la cérémonie. C'est horrible une cérémonie pour un décès, tu peux pas dire c'était beau, c'était bien. C'était bien. Oh, c'était bien de voir ta mère qui allait se faire incinérer. Oh, c'était bien le texte que tu as dit sur elle, c'était vraiment joli. Ça, je trouvais ça horrible. Pour moi, tu n'en parles pas. Non, c'est le pire jour de ma vie, clairement. En grosses lettres, le pire jour de ma vie. Tu peux pas me dire c'était bien. Alors, je sais que c'est un sentiment de gentillesse derrière, dans le sens où voilà, c'était une belle cérémonie, ça lui a bien rendu hommage, mais non, c'est pas joli. Une cérémonie, c'est pas joli. C'est triste. C'est triste, c'est horrible, c'est glauque. C'est tout ce que tu veux, mais c'est pas joli. Donc voilà, ça c'était vraiment les phrases, le ça va mieux, t'inquiète pas, parler de la cérémonie et ton texte était bien, ça je crois que ça m'a achevé ça. Réfléchissez vraiment avant de parler, franchement. Je sais que les mots sont durs quand on a quelqu'un dans son entourage qui a subi un décès, mais dans ces cas-là, il vaut mieux avoir une oreille attentive, être présent, lui dire je suis là si tu as besoin de parler, je suis à ton écoute, mais pas ça va mieux. Là j'avais noté que bah voilà, il n'y avait pas de date pour se remettre, ça peut durer 6 mois, 10 ans, toute la vie. Ça c'est à chacun après de gérer sa douleur et de gérer les choses. Il y en a qui préfèrent rester dans le passé, après moi je suggère quand même d'avancer et d'essayer de vivre avec, dans le sens on peut pas effacer une personne, on peut pas la supprimer, on peut pas juste brûler les photos et dire que ça n'a jamais existé, mais on peut apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec cette tristesse, apprendre à vivre avec cette douleur et se dire que il y a d'autres choses, il y a d'autres beautés, il y a d'autres choses bien qui vont vous arriver dans votre vie et voilà, de pas rester bloqué là-dessus. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Comme on dit, c'est pas comme un rhume, ça ne se soigne pas. Après il y a des dates, des paroles, des souvenirs voilà, qui peuvent être douloureux. C'est vrai que moi, si je vous en parle aujourd'hui, si j'ai pleuré, c'est parce que le souvenir est douloureux. Mais si j'avais parlé d'autre chose, si j'avais parlé de la pluie et du beau temps, bah j'aurais pas pleuré. Parce que voilà, je parle de la pluie et du beau temps et pas de ma mère. Donc c'est vraiment, c'est une tristesse sectorisée on va dire. Comment aller mieux? Yes! Le passage un peu plus cool de cette vidéo. J'ai noté pas mal de choses, je vais vous les lire. J'ai noté être entouré de sa famille. Alors ça évidemment, ça dépend des personnes. Il y en a qui se retrouvent malheureusement seuls ou qui n'ont pas une famille soudée. Mais si vous avez une famille soudée, profitez-en. C'est un énorme soutien et moi je sais que ça m'a énormément rapproché. Par exemple mon beau-père et moi on n'était pas spécialement proches. Je l'aimais bien, mais voilà, on n'avait pas forcément, on s'appelait pas forcément, on s'envoyait pas forcément de messages, etc. Le fait que ma mère soit partie, bah, mon beau-père, c'est un énorme soutien. On s'envoie des messages, on s'appelle, on parle de maman. Voilà, ça nous a rapprochés. Des personnes bienveillantes, des amis. Ça peut être aussi évidemment un psychologue, un psychanalyste, quelqu'un d'extérieur à qui vous pouvez parler, mais surtout d'arriver à en parler. C'est-à-dire surtout ne gardez pas ça à l'intérieur de vous, il faut en parler. Il faut dire les choses, il faut partager. Et pour ça, il faut avoir les bonnes personnes pour en parler. Parce que forcément, vous avez des amis, elles vont vous écouter un jour ou deux et après elles vont dire bon, c'est bon, tu vas pas nous en reparler, là ça fait 6 mois que c'est fini, passe à autre chose, tu vois. Bah non, pas ce genre de personne du coup. Avoir quelqu'un à qui se confier, donc c'est ce que je disais. Moi j'ai ma tata et mes cousines à qui je me confie énormément. C'est celle à qui je parle le plus, je pense. Quand j'ai vraiment un coup de blues, je les appelle. Après, faire des projets. Par exemple comme moi, j'ai fait mon projet d'immobilier où je veux déménager, me rapprocher de la famille qui est dans le sud. Donc ça c'est vrai que ça m'occupe d'avoir des projets. Moi c'est un projet immobilier, vous ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet de voyage. Par exemple là nous on a un voyage aussi prévu l'année prochaine où normalement on devait partir avec maman. Bah, on s'est dit qu'on n'allait pas l'annuler, on allait quand même le faire, on allait quand même profiter là-bas de partir à La Réunion et de rejoindre la famille. Des choses comme ça qui font du bien. Se battre pour la vie, tout simplement. Se dire que voilà que nous, même si la personne qu'on aime de tout notre cœur est partie, nous on est là et nous on peut se battre et nous on peut continuer à vivre et continuer de faire de belles choses. C'est pas parce que la personne est partie qu'il faut qu'on s'arrête de vivre, qu'on s'arrête d'être heureux, qu'on s'arrête d'être amoureux, qu'on s'arrête de faire de nouvelles rencontres, qu'on s'arrête de changer de travail ou de trouver quelque chose qui nous correspond le mieux. Non, au contraire.
Il faut, quelque part, moi je me dis, je vis pour elle. Pas que pour elle bien sûr, je vis pour moi, mais je sais que par exemple elle aurait aimé avoir des petits enfants, bah j'espère pouvoir lui faire des petits enfants un jour. Je sais que elle aurait aimé aller en Islande. Je sais que qu'elle aurait voulu aller à la Réunion, enfin voilà, des choses comme ça où je me dis bah elle a pas pu les faire mais moi je l'ai fait et quelque part elle est avec moi quand je le fais. Enfin dans la pensée. Flûte. Ne pas laisser les gens, le travail prendre le dessus sur ce qu'on aime faire ou ce qu'on veut devenir. Être vraiment... comment dire, être le chef de sa vie quoi. Ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser manger, ne pas se laisser pourrir par les autres. Si vous êtes dans une situation qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, s'il y a des gens qui vous font du mal, changez de situation. Restez pas là-dedans. Vous faites pas du mal exprès, la vie est trop courte. Donc... tu sais pas ce qui fait de demain, tu sais pas si demain tu vas pas tomber malade, si tu vas pas te faire écraser par un camion, si tu vas pas, j'en sais rien, perdre justement quelqu'un que t'aimes énormément, si tu vas pas perdre une jambe, tu sais pas, tu peux pas savoir, on se dit toujours, ça arrive qu'aux autres. Moi pour ma mère je me suis toujours dit, bah c'est triste quand même ceux qui perdent leurs parents, oh là là ça doit être horrible d'être orphelin, oh là là ma mère, moi si je la perdais j'arriverais plus à vivre, j'arriverais plus à respirer, ce serait vraiment la pire chose qui puisse m'arriver, mais ça n'arrivera pas, et bien c'est arrivé. Donc rien que pour ça, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de me dire, je me dis je vais pas tout gâcher, tout garder, tout me dire oh ça je dépenserai plus tard et oh ça j'achèterai plus tard, oh ça je verrai plus tard, oh ça je voyagerai plus tard pour finalement pas pouvoir le réaliser. Il faut vivre tout de suite et maintenant, il faut vivre dans le moment présent, il faut rien regretter en fait. Moi je me suis toujours dit, vis le truc à fond et regrette pas. Parce que c'est pas dans un an ou deux que tu pourras rattraper la chose que t'as pas dite à la personne que t'aimais ou la chose que t'as pas faite pour tes proches ou l'endroit où t'es pas allé. C'est sur le tout de suite maintenant. Voilà, se faire plaisir, Noël, resto, voyage. Être généreux avec les autres, faire attention aux autres. Moi, c'est mes chats qui m'ont soutenue aussi. Être là pour eux, je me suis dit, si je suis plus là, qui s'occupera de mes chats? C'est bête, hein. C'est pas des enfants, mais c'est mes chats. Se lever le matin, être positif, se rappeler la chance qu'on a d'être là, relativiser sur les choses futiles, comme je vous disais tout à l'heure. Quand on loupe un train, quand il pleut, quand on est fatigué, quand on est malade, quand je parle quand on est malade, une petite maladie, une petite rhinopharyngite ou une fièvre ou autre, bah c'est pas grave, c'est rien. Ça fait partie de la vie et dans 2 jours ça ira mieux. Aider les SDF, aider les animaux, ça c'est vrai que je le fais autant que possible. C'est des petites choses que je me suis rajoutées, un petit peu comme une liste que tu pourrais faire au nouvel an en fait. C'est toutes les choses que je me dis et que je me répète pour aller mieux et pour que les gens autour de moi aillent mieux. D'où mon pigeon que j'ai essayé de sauver, malheureusement ça n'a pas marché. Et les SDF, et bah quand je vais faire des courses, soit je leur fais des petites courses, soit je leur donne un petit peu d'argent. Il y en a 2-3 là qui sont pas très loin de chez moi que j'aide de temps en temps. Quand on a des moments de solitude ou de tristesse, il est important de se laisser pleurer. J'ai le droit d'être triste, de pleurer, de crier, de souffrir. Voilà, ça aussi, c'est des choses que je m'autorise. C'est pas parce que ça fait 6 mois, c'est pas parce que ça fait 1 an, c'est pas parce que ça fait 3 jours que j'ai pas le droit d'être dans l'état où je suis. Personne ne peut juger l'état où je suis et comment je le vis. C'est à chacun de le ressentir. Et donc quand je pleure, bah je pleure. Je lui parle parfois, je lui pose des questions à haute voix. Ça me fait du bien. Ouais, ça m'arrive de lui parler. De lui poser des questions sur des choses que je pense faire, que j'aimerais faire ou que j'aimerais aller. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'elle me dirait ou juste je lui pose la question, j'attends qu'elle me réponde. J'ai des amis du collège qui ont perdu leur maman. Et on se parle aussi, alors il y en a une, on s'est juste échangé 2-3 petits mots, mais il y en a une avec qui on a parlé beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que ça fait du bien de trouver quelqu'un qui a vécu la même situation ou une situation similaire, même si c'est différent et même si c'est peut-être évidemment pas les mêmes dates. Bah elle aussi elle a perdu sa mère, elle aussi elle était à peu près de mon âge et elle aussi c'est très dur parce qu'elle était fusionnelle et en plus elle vivait ensemble encore. Donc c'est vrai que, comme je dis, enfin... Il y a des fois où quand j'ai envie de parler de ma mère, j'en parle un petit peu, mais je peux pas en parler pendant des heures parce que j'ai pas envie de saouler les gens non plus avec ça. C'est pas eux qui l'ont vécu et il y a un moment, voilà. Moi non plus, j'ai pas envie d'entendre mes potes me parler pendant des heures de leurs parents. Mais quand tu trouves une amie qui a elle aussi vécu ça, bah moi ça me dérange pas de l'écouter pendant des heures, qu'elle me raconte toute l'histoire, qu'elle me raconte tout ce qu'elle a vécu et tout ce qui était dur, et que moi je sais que je peux faire la même chose et que ça va pas la saouler. Parce que on va se répondre, parce que on va avoir des sentiments qui se touchent, qui sont pareils et ça va faire du bien. On était toutes les deux filles uniques. Et puis voilà, on se parlait énormément. C'était ma confidente, ma conseillère. Et elle savait tout sur moi. Donc voilà, donc ce que j'ai à dire pour la fin, bah, c'est battez-vous. Continuez de vivre, avancez. Désolée d'avoir pleuré. Franchement,
Je ne pensais pas. Je pensais que j'arriverais à faire toute la vidéo et que ça irait. Mais en fait, c'est dès que voilà, dès qu'on retouche à quelques souvenirs, dès qu'on retouche à certains moments, que c'est difficile. Là, je sais que les 2 dates qui vont être les plus dures, bah ça va être au mois de décembre, puisqu'il y a son anniversaire, et Noël, et le Nouvel An. Au final, ça fait 3 dates, puisqu'au Nouvel An, elle a rencontré mon beau-père. À Noël, c'est elle qui organisait tout le temps ça. Et début décembre, c'était son anniversaire, donc elle aurait eu 55 ans. Et forcément, on aurait fêté ça et je serais allée là-bas. Donc ça, je sais que décembre, ça va pas être jouissif tout de suite. Ça va pas être l'éclate, sachant qu'en plus là, je devais le fêter à Paris, mais au final, je remonte en Bretagne. Donc le fait de me retrouver en Bretagne, dans cette ambiance, et de savoir qu'elle est pas là, je sais que ça va être une épreuve. Mais je m'y prépare parce que de toute façon, je vais pas me priver de fêter Noël parce qu'elle est plus là. Je me dis que voilà, que des Noëls, je vais en avoir, j'espère, encore plein. Et que voilà, quand j'aurai ma famille et mes enfants, bah, j'ai pas envie que Noël devienne une fête triste et que leur maman soit triste. mais d'essayer de vivre ça d'une manière différente et d'une manière plus joyeuse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'on pourra échanger dans les commentaires si vous aussi vous avez vécu ça. Alors ça peut être évidemment avec vos grands-parents, avec vos parents, avec une amie. J'ai une amie à moi qui avait perdu une de ses meilleures amies dans un accident de voiture et je sais que ça a été très très dur pour elle aussi pendant longtemps. C'est pas parce que c'est pas quelqu'un de votre famille que ça peut pas vous toucher autant. Ça peut être votre petit copain, ça peut être quelqu'un d'encore plus proche, ça peut être votre soeur, ça peut être voilà. Et c'est pas parce que c'est un ami ou un voisin que ça peut pas plus vous affecter quand vous êtes proche de la personne et quand elle fait partie de votre vie. De toute façon, un décès reste quelque chose de très difficile et un deuil aussi. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage, battez-vous, amusez-vous, profitez de la vie, profitez de votre vie parce qu'on n'en a qu'une et que ce serait dommage de la gâcher. Voilà. Des gros bisous.